En 2024, nous sommes partis en résidence à Oradour-sur-Glane pour réaliser une série de portraits dans la continuité de notre projet Mémoire habillée, autour de la transmission des objets, des vêtements, des souvenirs. Et donc nous avons réalisé les portraits de descendants et descendantes du massacre. Ils nous ont tous raconté l'histoire de leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, vivants ou morts ce jour-là, à Oradour. Histoire qui les a marqués à vie, au fer rouge. Et c'était une expérience incroyable qui nous a fait complètement changer de point de vue sur la mémoire et sa transmission, et puis également sur les affres de la guerre, si proches de nous. Quelques temps plus tard, en octobre, on est parti en résidence au Japon, à Hiroshima, enfin dans la préfecture d'Hiroshima. L'idée était de retrouver notre ami Ai, commencer un projet autour des émotions fortes, des émotions qu'on nous raconte et qu'on remet en scène. Et étant dans la préfecture, au bord de la mer, on s'est dit que c'était impossible d'être à Hiroshima sans aller voir la ville d'Hiroshima, surtout après avoir travaillé avec Oradour. On savait très bien que c'était une échelle différente, que c'est pas la même histoire, mais on découvre les ruines d'Oradour et on imagine peut-être ce qui reste à Hiroshima, en tout cas les traces de ce souvenir. Et on prend le train, simplement, sans forcément beaucoup d'arrière-pensée, on connaît pas la ville, et on sort de la gare, et là, on se prend de plein fouet un ciel bleu incroyable. Il faisait très beau ce jour-là, très chaud, pas un nuage. La ville est très contemporaine, très propre. Le ciel si bleu. C'était troublant. Vraiment, on a eu un frisson. On s'est senti presque chaviré, c'était étonnant. Certainement parce qu'on s'attendait à quelque chose. À quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on avait toute une idée autour finalement d'un lieu de mémoire, d'une vie mémoire comme ça, et on a été complètement chamboulé par finalement ce vide, ce bleu, inquiétant, dans lequel on a presque l'impression de voir apparaître un avion, un bombardier. C'est vraiment une drôle d'expérience qu'on a vécue. Du coup, on s'est mis à faire des photos de ce ciel, parce que c'est finalement tout ce qui est resté de cette mémoire pour nous, en tout cas ce jour-là. Évidemment, il y a une ruine, il y a le dôme, mais à l'échelle de la ville, c'est rien, c'est un grain de sable. Et puis il y a le mémorial, mais c'est une autre façon d'aborder cette histoire aussi, une façon très différente de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Donc on fait ces photos, on fait des photos du ciel avec les passants, presque attentistes comme ça, surpris au petit matin. On fait des photos des fleurs du jardin du souvenir sur ce même ciel. Et voilà, et on se dit que c'est une série juste instinctive, c'est ça qu'on a voulu faire ce jour-là, c'est ça qui nous est venu. Rien d'autre à Hiroshima n'a happé plus notre attention que ce ciel. Et on rentre en France et on oublie. Et finalement, on a envie du coup de lire plus sur Hiroshima, donc on lit des livres, on se documente, on écoute des archives radio, on regarde des petites vidéos. On découvre des choses sur les essais nucléaires français, on découvre des témoignages de survivants d'Hiroshima. Et attire notre attention un document qui est étonnant, c'est un carnet de bord, le carnet de bord d'un certain Robert A. Lewis, copilote de l'Enola Gay, donc la super forteresse qui a largué la bombe d'Hiroshima. Et en fait, Robert a tenu un carnet de bord adressé à ses parents, heure par heure, minute par minute, sur ce qui se passe à l'intérieur de l'avion, jusqu'au moment du largage de la bombe. Et donc c'est un document incroyable. On voit l'écriture changer au fur et à mesure des heures. Et puis apparaît dans ce document, très factuel, très millimétré, apparaît d'un seul coup un commentaire, une considération sur le temps qu'il fait. Très cynique, puisqu'il est écrit en toutes lettres « It's a very beautiful day ». Évidemment, on parle de météo, mais ça nous évoque quelque chose d'autre. On se demande comment on peut écrire ça juste avant de commettre l'irréparable. On se dit aussi que, finalement, était-il conscient ? En tout cas, il l'écrit. Il l'écrit et il a vécu ce jour avec une météo incroyable, comme peut-être nous ce jour-là.
Donc ça commence à nous poser des questions, à nous faire réfléchir. On se demande si finalement ces quelques photos de ciel bleu auraient pas plus de sens que ce moment suspendu. Et on garde cette phrase dans le coin de notre tête. Quelques temps plus tard, on visite le musée d'art moderne avec cette magnifique exposition sur l'âge atomique. Donc ce que le monde et la science atomique a finalement apporté à tous ces artistes à travers les époques, de la peinture, de la photographie, du documentaire, peu importe, il y a de tout. Et Pierre me dit regarde la phrase sur le mur. Et donc là, on voit écrit Hiroshima Sky is always blue, signé Yoko Ono. Et donc on reste un peu figé, on se dit étonnant, encore une référence à ce ciel, à cette météo, qu'est-ce que c'est? Et donc on se renseigne, donc on comprend que c'est une chanson, une composition de Yoko Ono. On comprend que c'est une commande pour les 50 ans de la fin de la guerre en 95 pour un Broadway. Puis on lit des archives et là on se rend compte qu'elle donne une interview Yoko Ono sur ça et elle dit dans un magazine japonais, elle dit voilà, j'ai grandi au Japon, j'ai vécu aux États-Unis, mais je suis rentré à Tokyo pendant la période de la guerre. Je me souviens du ciel bleu, des avions qui le traversent. Et quand on m'a demandé d'écrire cette chanson, en tout cas de la composer, je suis rentré en studio et un seul sentiment est resté, c'était celui-ci, c'était ce ciel d'Hiroshima qui est toujours bleu. Et donc là, voilà, on s'est dit qu'il y a un signe de plus, que finalement cette histoire de ciel bleu, c'est pas juste une histoire de ciel bleu, ça raconte d'autres choses, une transmission peut-être, un sentiment. En tout cas, ça a révélé en nous cette mémoire collective qu'on se transmet par la culture, par l'histoire, et que ça nous transcende, et que finalement cette vibration qu'on a ressentie ce jour-là, ça se trouve, n'avait aucun rapport avec ce ciel, c'était juste nous, et ce que nous avions acquis avant, qui nous a fait vibrer, et ce ciel finalement traverse ce projet, traverse ces images, on peut y voir plein de choses, on peut aussi ne rien voir du tout, et on a eu l'envie de mêler photographie, broderie aussi, pour pouvoir conserver ces archives, pour pouvoir les montrer, broder sur des textiles achetés dans la préfecture d'Hiroshima, et voilà, et faire une œuvre qui soit à la fois un voyage esthétique, poétique, mais aussi un voyage dans le temps et dans la mémoire. Et essayer de palper, de toucher du doigt cette sensation universelle qu'on a ressentie ce jour-là, en octobre 2024.